Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous recevoir pour cette table ronde organisée par le Club Kesho. Nous n'avons pas pu organiser cet événement en présentiel pour raison de crise sanitaire, mais nous sommes réunis avec nos panélistes ici sur place et quelques panélistes en ligne. Nous sommes un petit comité dans cette salle. Nous respectons les gestes barrières, mais pour la facilité de l'audition, lorsque nous allons nous exprimer, notamment les panélistes, ils pourront enlever leur masque. Donc, bienvenue aujourd'hui autour de cette table ronde sur les actions qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour une plus grande diversité dans le top management des entreprises. Nous avons l'honneur de recevoir d'immenses personnalités qui vont se présenter tout à l'heure, tous cadres des très grandes entreprises qui font la fierté de notre pays. Mais je ne veux pas commencer cette réunion sans avoir une pensée pour une personne qui nous a quittés hier, Bell Hooks, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Je ne suis pas une femme », « Ne suis-je pas une femme ?» où elle rappelait, je vous fais juste une synthèse, que l'universalisme et l'inclusion doivent être le moteur de toutes nos actions. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'inclusion et de diversité. Et du coup, j'en profite pour appeler Léna, qui va venir d'abord, avant Léna, Abraham, qui va venir nous dire qu'est-ce qui est Kesho et pourquoi nous sommes réunis ici. Abraham. Bonjour à tous et à tous, merci Bénur. Donc le club Kesho, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un club qui réunit, qui est le fruit d'un rapprochement de plusieurs entreprises, donc de 5 membres fondateurs. Donc on a BNP Paribas que je représente à travers le réseau Afrinity. On a également aussi Airbus Africa Community, le club Afrique de Deloitte. On a Ernst & Young et bien entendu le club Cult 4D, donc de l'Agence française de développement. Donc on a été lancé exactement il y a 8 mois et 1 jour, donc le 15 avril. Donc on est très fiers de pouvoir participer à ce lancement et de mettre en relation justement les entreprises et les établissements publics pour justement mettre en énergie toute cette thématique de la diversité. C'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui et ce qui a impulsé les collaborateurs de toutes ces entreprises à former ce groupe Kesho. Alors pour vous présenter très brièvement les objectifs, c'est vraiment de mettre en commun nos ressources, nos moyens et notre énergie pour établir un dialogue entre les entreprises. Alors je vais juste passer sur le slide, voilà, sur les événements, donc juste après. Donc c'est porter avec conviction tous les sujets qui sont connexes à la place de la diversité des femmes et des hommes en raison de leur origine. Donc au niveau des événements sur 2021, donc on est fiers d'avoir pu impulser des événements qui nous tenaient fortement à cœur. Donc on a pu participer au sommet Afrique-France, donc le 8 octobre dernier à Montpellier, donc avec la participation de 3 de nos membres. Donc j'en profite pour remercier Pauline de l'Airbus Africa Community, de Léna que vous allez voir juste après, et de Hamza également, qui ont représenté dignement leur réseau respectif et par le même biais le club Kesho. Et l'animation du forum, le forum 14 km, donc ça c'était en septembre. Donc on a animé un panel sur l'essor des clubs Afrique en entreprise. Et un peu plus tôt dans l'année, donc entre 2 couvre-feu ou confinement, on a animé un panel sur comment connecter les réseaux des grandes entreprises. Donc ça c'était le forum Afrobytes. Merci beaucoup, Abraham. Donc, comme vous l'avez compris, Kesho réunit plusieurs initiatives des grands groupes français. Et l'idée, c'est d'essayer d'aider nos entreprises à avancer. Et aujourd'hui, nous avons fait le parti pris sur la grande question des diversités, de parler d'un sujet que nous avons, disons que nous sentons qui est un sujet qui parfois n'est pas très évoqué ou qui est difficile à évoquer. Et comme le club Kesho était un think tank et un do tank, on s'est dit c'est le meilleur endroit pour réfléchir sur ce sujet. Donc je vais appeler Léna qui va nous dire pourquoi ce prisme aujourd'hui. Léna. Merci beaucoup, Bénur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis donc Léna Bobda, manager en audit chez Deloitte, au bureau de Paris, fondatrice du Club Afrique de Deloitte et membre du Club Kesho.
Donc, en effet, la diversité et l'inclusion sont au cœur de l'engagement de nos entreprises. C'est des entreprises qui sont aujourd'hui ici présentes et représentées par ces personnes qui sont avec nous. Les entreprises ont l'obligation légale de présenter des ratios sur l'égalité femmes-hommes, sur l'inclusion des seniors et également sur la situation de l'handicap. Mais la question de la diversité ethnique reste assez tabou. Le cadre légal français interdit tout simplement aux entreprises de pouvoir mesurer et de quantifier cette diversité. Aujourd'hui, la question de la diversité ethnique pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui est certes un sujet tabou, mais je pense que c'est l'occasion pour nous de pouvoir commencer à réfléchir à cela, poser des questions, voir ce que les entreprises pensent de cela, et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui notre panel. En effet, il faut savoir qu'en janvier 2021, Madame Elisabeth Moreno, donc ministre, a posé la question et a posé cette initiative de mettre en place un index diversité qui permettra aux entreprises volontaires de pouvoir mesurer la diversité, notamment la place des minorités au sein de leurs entreprises. Et tout cela afin d'apporter des outils. Donc voilà. Alors, merci beaucoup, Léna. Je pense qu'on a des aléas du direct. Il y a une petite connexion qui a dû bouger sur notre ordi qui est là. Mais ne vous inquiétez pas, on va rétablir tout ça. Et donc, nous allons commencer notre table ronde. Mais je vais demander maintenant à Hamza de venir nous donner quelques chiffres et quelques informations concrètes. Hamza, à toi la parole. Bonjour à tous, Hamza Razouzi. Je fais partie du club EY, Club Math, qui a été fondé en 2017. Donc le club fait des actions dans le cadre en relation avec l'Afrique. Nous remercions donc tous les participants aujourd'hui et en particulier Madame Morgane Rekel, donc la DNI de EY. Donc sur la diversité en entreprise, nous avons décidé de parler de la diversité ethnique en particulier dans la poursuite de l'intervention de Léna. Et en évoquant en fait les apports et les avantages de la diversité ethnique, notamment en matière de recrutement, d'innovation et de performance. On peut passer. Donc sur la deuxième partie, ici nous avons quelques chiffres sur la diversité. Et toutes les études s'accordent pour dire que la diversité au sein des entreprises est génératrice de performance, des avantages compétitifs et d'engagement. Et notamment l'étude de McKinsey sur 2020 qui montre que les organisations dotées de directions diversifiées, et là on parle de diversité d'origine, sont plus performantes que les concurrents moins diversifiés. À droite, on peut voir un extrait du baromètre de la diversité socio-culturelle. Donc c'est une bonne nouvelle puisque c'est le premier baromètre de ce type en France. Et nous espérons qu'il y aura beaucoup d'autres initiatives de ce type. Et ce qui ressort principalement de ce baromètre, c'est que il est axé sur le fait que les dirigeants aujourd'hui placent la diversité, et notamment la diversité d'origine, sur le top 10 des priorités stratégiques pour la majorité des dirigeants qui ont répondu à l'étude. Et donc, ce qui en ressort également, c'est qu'il y a très peu d'études françaises sur la diversité ethnique, et donc il faut lever les tabous autour des chiffres sur les statistiques ethniques. Notamment parce que ça permettra aux entreprises de pouvoir se mesurer et aussi se positionner par rapport aux autres entreprises. Et ça permettra surtout de pouvoir mesurer
également mesurer leur politique de diversité en matière de diversité ethnique. Merci à tous. Merci beaucoup, Hamza. Donc, on a essayé de vous donner un peu du contenu et des éléments chiffrés. Et je tiens à vous annoncer que nous aurons des intervenants qui seront en ligne et des intervenants qui sont ici présents. Et nous aurons l'honneur d'avoir Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, qui nous accueille aujourd'hui, qui viendra faire un mot de clôture. Et donc, j'allais demander à chaque intervenant de se présenter. Mais je vais commencer d'abord par Suzanne Breton, qui est une grande témoin parce qu'elle a été avec nous à la création de ce club. Et Suzanne, est-ce que tu m'entends? Allô? Est-ce que Suzanne nous entend? La technique, je n'entends pas Suzanne. Alors, on n'a pas Suzanne. Okay. On vous entend. Vous nous entendez? Allô? Allô, vous nous entendez? Alors, vous nous entendez très bien? Ah, parfait. Alors, bonjour Suzanne, bonjour Morgane. Alors, bonjour. Suzanne, je te laisse nous dire quelques mots. D'abord te présenter, puis nous dire quelques mots en ta qualité de grand témoin de l'événement. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Parce que j'ai dû toucher un bouton tout à l'heure et puis voilà, c'est tout va bien, c'est les aléas du direct. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Benhur, merci l'équipe organisatrice Club Kesho. Donc, Suzanne Breton, directrice groupe Inclusion et Diversité pour Airbus. Et vous savez, quand j'ai reçu l'invitation en tant que grand témoin, bon, ça m'a fait un peu drôle. Grande témoin, donc j'ai demandé à Benhur qu'est-ce qu'il attendait d'une grande témoin. Bon, en tout cas, il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi, d'une grande témoin. Et je me suis dit, je vais aller au fond de moi, regarder un petit peu c'est quoi Club Kesho. Et ce qui me revient à l'esprit, c'est dans le manifeste de Club Kesho, et Abraham l'a dit tout à l'heure, c'était qu'il fallait que le Club Kesho devienne non seulement un think tank, mais aussi un do tank. Et je viens de voir le chemin parcouru depuis le lancement, avec les événements de très bonne qualité, de la bonne contenu, et je me dis, c'est effectivement ça. C'est pour ça qu'on soutient, nous, en tout cas côté Airbus, c'est pour ça qu'on soutient les réseaux comme le Africa Community, parce qu'effectivement, quand je vois ce que vous êtes en train de faire, pouvoir réunir un panel comme celui d'aujourd'hui, je me dis, il y a quelque chose là-dedans. Alors, je suis là aujourd'hui à double titre. D'une part, de pouvoir profiter de l'intelligence collective d'un groupe d'experts, parce que je pense quelque part sur le sujet d'inclusion et diversité, aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que ça devient un sujet de très grande importance. C'est vraiment un impératif business aujourd'hui. Il faut que ça fasse part de la stratégie d'entreprise. Il faut pouvoir parler de l'inclusion et diversité de même manière qu'on parle de la performance financière. Il faut le placer au même niveau que tous les autres sujets stratégique de l'organisation. Alors, et puis la question, ça m'a interpellée. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire aujourd'hui pour une plus grande diversité en entreprise? Et moi, j'aime bien regarder ça comme un voyage, voyez? Parce que d'une part, on vient de voir les chiffres, il n'y a aucun doute, il y a un vrai business case pour l'inclusion et diversité en entreprise. Certes, on a les chiffres, ça le prouve. Mais maintenant, il faut qu'on puisse prendre un peu de recul et se dire, mais oui, mais comment cela va se faire? Qu'est-ce qu'on doit absolument faire aujourd'hui? Et je pense que pour moi aujourd'hui, vu la qualité de panel, je me dis, j'ai envie aussi de voir ce que les autres pensent. J'ai envie de me dire, où est-ce que je peux commencer le voyage? Vous voyez, parce que tout ça revient de la façon dont on recrute, la façon dont on développe les gens, une fois dans nos entreprises,
quels moyens, quels outils on met en place pour pouvoir accompagner ces profils issus de la minorité, voilà, de la diversité minorité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour eux? Parce que ça ne va pas se faire comme par magie. Donc, il y a tout cet accompagnement. Il faut aller chercher les talents là où ils se trouvent, mais il ne faut pas avoir peur. C'est pas peur, il faut se dire, oui, on veut beaucoup plus de diversité dans des instances dirigeantes, mais ça ne va pas se faire comme ça. Commençons par là où on peut agir. Et ça, il faut commencer très tôt. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je vais écouter attentivement mes collègues et je reviendrai vers la fin pour voir voilà, qu'est-ce que j'en ai retenu parce que oui, on est dans le même guerre de talents, entre autres. Donc, ça m'intéresse beaucoup pour savoir ce que les autres font, ce qu'ils pensent. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Suzanne. Donc, nous allons te retrouver juste à la fin des interventions. Donc, je peux déjà on va lancer les questions, notre table ronde. Alors, Léna, on présente je te laisse l'honneur de présenter nos invités. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, nous avons tout d'abord Monsieur Julien Séan. Bonjour, Monsieur Julien Séan. Vous êtes donc responsable recrutement et carrière chez l'AFD. À côté, nous avons Madame Hélène Landou, donc responsable régionale diversité et inclusion chez Rockwool. Non? DRH, pardon, excusez-moi. Pas encore. Mais, pas encore, excusez. Bah, je prédis l'avenir. Comme tout à fait. Donc, j'ai suivi en fait ce que Madame Suzanne Breton a dit tout à l'heure. Donc, en effet, vous êtes directrice à ressources humaines région chez Rockwool. Après, nous avons Madame Caroline Courtin, juste à côté de vous, donc, qui est directrice diversité et inclusion chez BNP. Et enfin, parfait. Merci beaucoup. Parfait, je ne me suis pas trompée. Et à côté, nous avons enfin Monsieur Aristide Ouattara, donc associé, leader Risk Advisory chez Deloitte, Afrique francophone. Et en ligne, nous avons Madame Morgane Requel, directrice diversité et inclusion chez EY. Voilà. Donc, je vous laisse la parole avec mon collègue Bénur. Donc, the floor is yours. Merci beaucoup, Léna. Donc, nous allons attaquer. Je vais juste vous demander de prendre vos micros. Nous allons commencer ladies first. Je vais commencer avec Hélène. Puis, on va passer la parole à Julien. Puis Aristide, Caroline. Et nous allons passer la parole à Morgane qui nous suit en ligne. Donc, Hélène, bonjour. Oui, tu peux enlever ton masque. Alors, la première question que je pose à tout le monde, je commence par toi. C'est juste une question simple, c'est de savoir. Parce que sur ce sujet, nous avons beaucoup réfléchi, nous avons brainstormé. On s'est dit, on va juste choisir 3 questions et on pense qu'ensemble, vous pourrez nous aider à trouver des pistes de solutions. Donc, la première question, c'est quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à la situation de la diversité ethnique dans les directions des grandes entreprises et organisations françaises? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde et Bénur, merci pour l'invitation. Mon sentiment, c'est vraiment un sentiment qui est fondé sur ma connaissance empirique, puisqu'on vient de dire que c'est très compliqué d'avoir un index qui n'existe pas encore, très compliqué d'avoir des chiffres, très compliqué de quantifier, très compliqué de mesurer. Je dirais tout simplement qu'en référence à mon parcours professionnel jusqu'à présent, j'ai vu très peu de diversité au sein des directions des entreprises et dans le haut management. Donc mon sentiment, c'est qu'il y a une déconnexion énorme entre la société dans laquelle on vit, on évolue, à laquelle on contribue, et notre représentation au sein d'instances de pouvoir et de décision dans les entreprises, notamment privées, puisque c'est essentiellement dans le secteur privé que j'ai effectué ma carrière professionnelle jusqu'à présent. Donc mon sentiment, c'est un sentiment d'interrogation. Pourquoi ? Parce que c'est pas une question qui est récente.
depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, la question est sur la table. Il y a eu beaucoup d'initiatives et de discussions dans le passé. Et mon sentiment est que, même si on peut se réjouir d'un certain nombre d'avancées, il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour tout simplement avoir, encore une fois, dans les instances de décision et de pouvoir, une représentation en phase avec les composantes de la société. Merci beaucoup, Hélène. On va continuer le tour de table. Aristide Ouattara de Deloitte. Aristide, la même question et ton sentiment? Je vais aller dans le même sens que ce qui a été dit précédemment par Hélène. C'est très difficile à suivre et pareil de manière empirique. Je dirais que chez Deloitte, la situation est un tout petit peu mieux quand même. Parce que on arrive dans la pyramide au niveau du management à avoir une certaine représentativité, mais pas forcément au niveau par exemple du COMEX ou voilà, au plus haut niveau. La bonne nouvelle, c'est que ça évolue dans le bon sens, mais ça n'évolue pas aussi vite qu'on voudrait. Et donc j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard quand je vais présenter mon parcours. La particularité de Deloitte aussi, c'est que on a cette couverture très importante de l'Afrique et d'autres zones qui font que ça peut aussi être un appel d'air en fait pour certains collaborateurs ou collègues qui sont originaires de la diaspora et qui voient le fait de progresser en France très rapidement, ça peut donner aussi des débouchés pour le retour. Voilà. Et donc, l'amélioration de la situation de la diversité au sein de Deloitte France, parce que moi je suis un membre, j'étais chez Deloitte France avant de basculer chez Deloitte Afrique francophone. Ça s'est un peu accéléré grâce justement à ce positionnement qu'on a sur des continents où se pose justement la problématique de diversité. Merci beaucoup Aristide. Julien, à toi la parole. Julien qui Merci. Nous accueille parce qu'on est au sein de locaux de l'AFD. On est très heureux à l'AFD d'accueillir le Club Kesho. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et tous ici. Mon sentiment sur le sujet, c'est qu'on est dans un moment dont on peut espérer qu'il est non pas une charnière, mais je dirais une accélération. Quand on mesure la présence du sujet diversité et inclusion aujourd'hui dans le paysage de nos fonctions, dans la vie des entreprises, que ce soit sur l'axe des études économiques qui sont faites, que ce soit dans les métiers RH et les analyses qu'on en fait, on voit bien, on sent bien quand même qu'il se passe là quelque chose d'inédit. De ce point de vue-là, la question qui est à mon sens devant nous, c'est celle de l'accélération ou pas de cette transformation-là et de la temporalité qu'elle va nécessiter. Et à mon sens, une partie de la réponse se trouve dans la prise en main de cette dimension-là. Là, on parlait des hauts niveaux de management, mais à tous les niveaux de l'entreprise. Tous les niveaux de l'entreprise. Je crois que c'est justement la considération pour cette dimension-là au plus haut niveau des boards, des COMEX, mais aussi dans le quotidien qui fait le travail des entreprises, des managers de proximité, de ces chargés de recrutement qui font la sélection des CV, qui identifient. C'est aussi dans toutes ces actions-là que ça se situe. Et ce qu'on pourrait espérer, c'est l'agrégation de ces démarches-là ensemble au même moment. Et c'est ça, je pense, qui peut donner la force de transformation. Merci beaucoup, Julien. Morgane, est-ce que tu nous entends ? Oui, très bien. Vous m'entendez bien ? On t'entend très bien. À toi la parole. Merci. Alors d'abord, un grand merci à toi, Bénur, à Léna, à Hamza et à l'équipe de l'AFD. Vous avez géré des considérations techniques pour nous permettre d'assister à cette table ronde à distance. Moi, je voulais... donc, je suis en charge de la politique de diversité en France chez EY. Je voulais insister sur la question des définitions et de ce qu'on entend par diversité ethnique.
on disait tout à l'heure qu'on n'a pas d'abord qu'on a très peu d'informations, de chiffres qui nous permettent de, au-delà de nos impressions et effectivement de ce qu'on voit empiriquement, de mesurer la situation pour pouvoir agir. Parce que mesurer la situation, ça permet aussi d'agir de manière très précise sur les poches sur lesquelles on doit agir. Et la diversité ethnique, au fond, c'est finalement une identité commune, c'est un héritage culturel commun, mais ça comprend aussi la diversité des origines, et là, il y a des choses qu'on peut un peu plus mesurer. Alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas le droit de faire de nomenclature sur la question des diversités ethniques, on n'a pas le droit de dire, voilà, on a tel nombre de personnes caucasiennes, de type caucasien, antillais, maghrébin. Par contre, on peut mesurer un certain nombre de choses. Donc, je trouve très heureux qu'on ait eu ce premier baromètre du 21e siècle qui traite la question de la diversité d'origine. Et on peut aussi mesurer en entreprise un certain nombre de choses. Hein. La question des nationalités, la question des ascendances de nationalité, la question également des CSP. Hein, là, on parle de diversité sociale. Et d'ailleurs, le baromètre qui a été fait par le Club 21e siècle, on parle de diversité des origines, mais aussi de diversité sociale. Hein. C'est une étude socio-culturelle qui a été faite. Voilà, donc moi, ce que j'espère avec le baromètre qui a été fait avec le Club Kesho, avec le Club Math et avec l'ensemble des participants, c'est qu'on puisse avancer sur, comme vous dites, l'agrégation d'un certain nombre de leviers d'action. On agit, je crois, on a encore beaucoup à faire, et donc l'idée, c'est effectivement de partager les bonnes pratiques entre entreprises pour pouvoir mesurer, pour pouvoir agir, et fédérer d'autres clubs, je dirais, au sein du Club Kesho, d'autres entreprises. Merci beaucoup Morgane, et j'en profite pour toutes ces personnes qui nous suivent en ligne. Le Club Kesho est ouvert. On regroupe et on rassemble des initiatives d'entreprises. Donc si vous nous suivez, que dans votre entreprise, vous avez entre collaborateurs et collègues créé un espace de liberté pour échanger et aider votre entreprise à bouger les lignes, vous êtes les bienvenus chez Kesho. N'hésitez pas à nous contacter, à venir marcher avec nous ensemble. Du coup, je vais passer la parole à Caroline. Caroline Courtin. Caroline, à toi la parole. Alors d'abord, je vais faire comme les précédents invités, je vais d'abord vous remercier parce que je suis extrêmement heureuse d'être là. Je suis heureuse d'être là parce que voilà, c'est un panel important, parce que j'y retrouve aussi des amis d'Afrinity. Voilà, donc je suis aussi contente de pouvoir retrouver les réseaux de collaborateurs qui sont extrêmement important pour nos entreprises, hein, et pour BNP Paribas. Alors, je ne vais peut-être pas redire ce qui a été dit, mais peut-être reparler, pas forcément d'un sentiment. Nous, on voit l'accélération quand même sur ces sujets depuis plusieurs années, sur les sujets de l'inclusion, sur les sujets de la diversité. Accélération qui font qu'aujourd'hui, c'est au cœur de notre plan stratégique. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qu'on fait en plus, ce n'est pas quelque chose qu'on fait voilà, qu'on demande en plus ou à côté, mais qu'on demande parce que ça fait partie vraiment du cœur de ce que l'entreprise veut mettre stratégiquement pour survivre, hein, parce que c'est vraiment des questions aussi de survie. Aujourd'hui, on arrive dans des mondes où si on n'a pas cette diversité, cette plasticité, cette capacité à penser à 360, à avoir des regards différents, eh bien les entreprises vont avoir du mal à survivre. Donc c'est extrêmement important. Et puis on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais nous je suis très heureuse, très fière, parce que voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, Madame Moreno a annoncé l'année dernière la création d'un index. Elle a demandé à 10 organismes de tester cet index, donc on fait partie des entreprises pilotes, et je suis extrêmement, enfin voilà, là on est dedans, ça sort en janvier, on va pouvoir le tester au sein de BNP Paribas, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce test, de voir ce que ça donne, de comprendre au travers de cet index ce que l'on peut mesurer, ce que l'on peut récupérer comme information, qui n'est pas de l'information qu'on a l'habitude de récupérer, nous, depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on mesure la diversité des origines et la diversité ethnoculturelle dans l'entreprise, mais on mesure de la perception. Là, on a la possibilité de mesurer
non pas, alors c'est une forme de perception parce qu'il y a de l'autodéclaration, mais en tout cas de mesurer à partir de données plus quantitatives, j'ai envie de dire. Voilà, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on est très 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 heureux de faire partie de ces entreprises pilotes pour cet essai Index Moreno. Merci beaucoup Caroline. Et ton intervention en fait est une très bonne transition pour la deuxième question où on va vous demander de nous dire un peu dans nos entreprises qu'est-ce qui commence déjà à être mis en place. Et nous, quand on a fait la réflexion avec tous les collègues du club, on s'est posé la question si ce qui est fait sur le genre, l'égalité homme-femme, ce qui est fait sur le handicap, peuvent être de pistes disons, des pistes d'inspiration pour cette question de différence ethnique ou culturelle. Julien, pour l'AFD, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place sur ce type de sujet en ayant bien en tête, et je l'ai compris dans toutes vos interventions, les contraintes légales qu'on a en France? Oui, des contraintes légales, bon, même si on comprend d'où elles viennent, hein, et ça va être très intéressant de voir ce que donnent effectivement ces premiers essais de baromètre. On a très hâte de voir et voir ce que ça peut nous apporter. Alors, tout un certain nombre de choses qui s'organisent à l'AFD qui ont déjà été faites. Alors, l'AFD a ceci d'assez particulier que c'est à la fois un établissement public français très français et en même temps une entreprise internationale très internationale. Donc ça nous donne quand même des ressorts ou des contraintes, les deux probablement en même temps, pour aborder cette question de la diversité-inclusion. Le premier élément que j'ai envie de citer, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'abord il est évident qu'on en parle et que c'est un sujet. Et si je dis que c'est évident, je dis que c'est une nouveauté que ce soit évident, c'est parce qu'il y a quelques années encore, et pas de très nombreuses années, c'était absolument absent des radars. Tout simplement. Et des radars autant d'une direction RH, d'un COMEX, d'un board ou du corps social même, hein, qui je pense, le taisait, voire ne le disait pas énormément. Et on a vu émerger une libération, une apparition du sujet et le rebond de ce sujet et une appropriation de ce sujet ensuite en interne dans ces différentes formes. Alors depuis qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On s'est engagé dans des démarches de labellisation, hein, qui nous benchmark un peu, qui nous aiguillonnent pour savoir travailler. Ça, c'est intéressant. On a testé le baromètre de l'inclusion aussi, voir ce que ça donnait, ce qui est là aussi un exercice intéressant. Et je pense que le fait d'aller interroger notre corps social lui tend aussi le micro et lui donne plus de force ensuite pour exprimer ses attentes sur cette thématique-là. On a beaucoup bougé sur le recrutement avec une d'assez forte campagne de sensibilisation auprès de toutes les équipes qui recrutent finalement, qui se sont beaucoup transformées. Avec un truc très simple, hein, mais j'insiste beaucoup, on parle beaucoup des boards et on parle beaucoup des COMEX, mais j'insiste beaucoup moi sur le premier contact à l'entreprise. Et le premier contact à l'entreprise, c'est quand même la personne qui déroule les CV sur le SIRH. Et si vous n'avez pas là des gens qui sont très très open-minded sur le sujet, c'est là que ça se passe en fait, parce que 95% du tri, c'est le premier tri, et c'est là que ça filtre. Et c'est là que tous les biais de sélection, ils se déploient, mais alors massivement sur les dizaines de milliers de CV que vous recevez. On a beaucoup travaillé là-dessus. Parmi les sujets qui sont en cours, on a eu un COMEX diversité inclusion il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques années, je me tourne vers les anciens, je ne pense pas qu'il aurait été imaginable que ce soit à l'ordre du jour d'un COMEX de l'Agence française de développement. Et donc on a des directeurs exécutifs qui, chacun dans leur domaine, prennent une liste d'engagement, de formation, de sensibilisation, mais aussi des mesures d'alliance, de partenariat. Il ne faut pas qu'on cherche les ressources uniquement chez nous. Si on veut se faire transformer, il faut s'ouvrir à des vecteurs de transformation. On parle de l'autre cercle sur les diversités LGBT. Voilà, tout ça, c'est des ferments de transformation. Mais c'est aussi des mesures qui sont quelquefois symboliques par le nombre, mais puissantes par le symbole. Du type du traitement de la parentalité
des couples d'hommes et de femmes qui nous annoncent, avec toutes les difficultés administratives, les mutuelles et tout ça, et bien la manière dont vous traitez ces gens-là et le droit au congé paternité, maternité aujourd'hui, ça c'est des mesures concrètes qui se savent en fait dans l'entreprise. Hein. On n'a même pas besoin d'en faire des campagnes. Voilà, tout ça c'est des choses qui soutiennent une plus grande considération de l'employeur et une plus grande liberté de la parole en interne sur ces sujets-là. Parfait, merci beaucoup Julien. Je me tourne vers Morgane en ligne. Morgane, oui. Est-ce que du côté d'EY, il y a des choses, des pistes sur lesquelles vous commencez déjà à travailler, des actions en vous inspirant peut-être d'autres cas et d'autres sujets sur l'inclusion? Oui, absolument. Alors, d'abord, notre politique d'inclusion, elle consiste je dirais, en 3 domaines d'action. Le premier, c'est de créer un environnement, des conditions pour que chacun, avec ses singularités, puisse se sentir libre d'être lui-même au travail, parce que être plus libre d'être soi-même au travail, ça permet un meilleur épanouissement, et un meilleur épanouissement, c'est une meilleure expression des potentiels. Et les potentiels sont au service de l'équipe, au service de la performance. Je reviendrai pas sur effectivement quelque chose qu'on connaît dorénavant très bien, qui est effectivement le fait de dire que la diversité est un gage de performance. Je pense que autour de la table, en tout cas, on le sait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on met en avant les compétences de leadership inclusif. Et j'y reviendrai plus en détail. Et le troisième, c'est l'idée effectivement de promouvoir les mêmes opportunités pour toutes et tous au sein d'EY, et également le plus possible de contribuer à des actions dans la cité. Donc une fois qu'on a dit ça, ce que c'est que notre politique de diversité et inclusion, pour moi il y a vraiment 3 leviers sur lesquels on travaille déjà et sur lesquels il faut qu'on continue évidemment à travailler. Le premier, c'est la question des normes et des processus. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne les comportements et les relations interpersonnelles. Et le troisième, on en a un peu parlé, c'est la mesure et les objectifs. Alors, pour ce qui concerne les processus et les normes, vous l'évoquiez, l'enjeu c'est d'avoir le plus possible des processus qui sont équitables et qui permettent l'égalité de traitement de l'ensemble des personnes concernées. Donc ça commence par le recrutement, mais quand on parle, pour la question qui consiste à dire comment on fait en sorte que un vivier divers atteigne le haut de pyramide, il y a toute la question aussi des promotions, de la manière dont est traité le processus de promotion, qui doit être absolument équitable et sur lesquels il faut pouvoir faire des mesures, pour avoir des instances. Donc, sans rentrer dans le détail du processus de promotion qui est en place chez EY, on essaie de faire en sorte d'avoir un processus qui, évidemment, permette le moins de biais possible. Le deuxième point, c'est l'accès à la formation et l'accès au développement. Qui doit être absolument démocratisé, c'est-à-dire que on a un corpus de formation technique auquel tout le monde a accès de manière, j'allais dire même obligatoire, et ensuite on a un corpus de formation de savoir-être qui sont complètement démocratisés. L'idée, c'est de se dire le moins possible qu'on donne accès à telle population à tel type de formation et pas à l'autre. Il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Et puis dans la question des normes aussi, il y a le point sur les valeurs. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu les valeurs, on parle des valeurs, ça peut être considéré comme étant tarte à la crème, mais en fait c'est pas du tout tarte à la crème, dans la mesure où les valeurs précèdent les normes. Les valeurs sont un socle aux normes. Je vous donne un exemple, si on considère que la bonne santé par exemple est une valeur, une norme qui découle de la bonne santé, c'est le fait de dire qu'on ne doit pas fumer dans les lieux publics. Et ça c'est une norme. Donc on a des normes évidemment chez EY, des normes qui sont qu'on a un code de conduite, des normes qui sont qu'on a un dispositif de prévention et remédiation des discriminations et qu'on sanctionne évidemment si tant est que ce ne soit pas respecté. Voilà, on fait en sorte d'avoir des normes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui est moins évident, c'est le point des comportements et des codes dits tacites. Effectivement, l'entreprise, c'est un corps social dans lequel s'expriment des affinités. Et ces affinités-là, elles vont s'exprimer aussi du fait de liens culturels, d'historiques communs, de coutumes communes. Et donc, il y a la manière dont on essaie de prévenir ça. Et une des manières dont on essaie de prévenir ça, je parlais de l'inclusion tout à l'heure et du leadership inclusif, c'est de former sur ce que c'est que le leadership inclusif. Je pense que l'ouverture aux différences, c'est vraiment un antidote à l'arrogance,
mais je suis pas sûre que ce soit si naturel que ça de s'ouvrir aux différences. Je pense que ça s'apprend. Je pense qu'on se sent naturellement un peu plus confortable lorsque on partage ses opinions avec quelqu'un qui partage les mêmes. Hein. Comme ça, on n'a pas à se remettre en question. Je pense que ça nécessite de l'énergie et d'être curieux que d'aller s'ouvrir à d'autres opinions, à d'autres backgrounds, parce que ça remet aussi en question potentiellement un certain nombre de croyances. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas si naturel que ça. Et donc chez EY, ce qu'on fait, c'est qu'on a une formation. En fait, toute nouvelle recrue est formée d'abord au code de conduite EY et ensuite à la question des stéréotypes, des biais décisionnels, des logiques d'insider et d'outsider, pour avoir de base quelques éléments clés sur la compétence de leadership inclusif. Donc ça, c'est sur le deuxième point. Et le troisième point, c'est le point de la mesure et des objectifs. Alors nous, ce qu'on a en place chez EY, c'est en fait, on fait une enquête de perception qu'on fait tous les 3 mois avec une série de questions adressées à l'ensemble de nos collaborateurs et qui nous permet d'apprécier, donc sur la base de la perception, un certain nombre de sujets qui sont comment je me sens dans l'équipe, est-ce que ma contribution est valorisée, etc., etc. On a des questions spécifiques sur l'inclusion. On a notamment est-ce que je me sens libre d'être moi-même? Est-ce que je me sens inclus par mon manager? Est-ce que j'ai l'impression de participer à une équipe, enfin d'être inclus dans l'équipe, etc., etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté récemment quelque chose qu'on peut se permettre de faire parce que la loi ne l'interdit pas. C'est une espèce de question démographique qui est est-ce que je me sens de la même culture que les collègues avec lesquels je travaille? Et cette question, alors c'est la perception, mais cette question elle est très intéressante parce qu'elle nous permet finalement de comparer quels sont les résultats de perception des personnes qui se disent appartenir à la même culture entre guillemets que les collègues avec lesquels le collectif de travail très proche, versus ceux qui disent que ce n'est pas le cas. Et c'est là que ça commence à être intéressant parce que on peut d'abord comparer les résultats généraux et ensuite aller vérifier quelles sont les poches de population pour lesquels il peut y avoir des écarts. Et ça m'amène à l'objectif qui est, nous, notre objectif au sein d'EY, c'est évidemment qu'il n'y ait pas d'écart. S'il y a des écarts, ça veut dire qu'il y a des choses à faire et qu'il faut investiguer d'abord et ensuite agir sur ces fameuses poches. Et donc, l'objectif, c'est pas d'écart et on a, nous, créé un index. En fait, on est 300 000 dans le monde, 7 000 en France. Donc, on est assez équipé sur la question de la diversité et inclusion. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un index composite qui, avec un score pour chaque pays, pour chaque région, et des objectifs de progression annuels qui prennent en compte la question de ces diversités, et notamment la question de la diversité culturelle dont je parlais maintenant, et la nécessité qu'il n'y ait aucun écart. Voilà, et puis d'autres choses, le Club Med, bien évidemment, enfin, on avance. Après, je pourrais vous dire tout ce qu'il nous reste à faire. J'ai peut-être un peu de temps, mais... avec plaisir, Morgane. Je vais juste passer la parole, mais on reviendra à toi tout à l'heure. Du coup, je vais demander à Caroline de nous dire aussi est-ce que chez BNP, il y a des débuts d'actions concrètes sur ce type de sujet? Alors nous on en a depuis longtemps parce que c'est un sujet voilà, la première personne qui a occupé mon poste c'était en 2004 donc ça fait un moment que le sujet a démarré chez nous. Ce que j'ai envie de dire sur peut-être la diversité ethnoculturelle, mais pour moi c'est la même chose de toutes les diversités. Alors vous posiez la question de est-ce que le genre, voilà, est-ce que ce qu'on a expérimenté sur l'égalité femmes-hommes nous aide? Alors évidemment tout ce qu'on a expérimenté nous aide et nous aide notamment, nous ça nous a aidé à repartir des piliers qui nous semblaient importants. Donc le premier pilier c'est celui de l'exemplarité. La première chose qui me semble indispensable, et pour répondre peut-être à ce que disait Suzanne tout à l'heure, quand on ne sait pas par quoi commencer, le premier point important, c'est d'afficher de manière très claire que le racisme, l'homophobie, le sexisme n'ont pas leur place dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on affirme cela, on se doit d'être exemplaire. Donc derrière, il faut mettre un cadre en place. Nous, aujourd'hui, on a renforcé notre gouvernance sur ces sujets
On publie déjà les sanctions que l'on prend sur du harcèlement, par exemple, dans l'entreprise. Donc on le publie sur nos documents officiels en dehors de l'entreprise. Ils sont consultables voilà, sur notre site bnpparibas.com. On va faire la même chose sur la discrimination, c'est-à-dire combien de sanctions on a prises vis-à-vis de personnes dont on estime qu'elles ont été discriminantes dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose, c'est l'exemplarité. Et l'exemplarité, elle est indispensable pour créer la norme, voilà, on en parlait tout à l'heure, créer la norme dans l'entreprise et affirmer très clairement que le racisme n'a pas sa place. Alors, après, il y a un deuxième volet qui est celui de la sensibilisation. Et nous, on a beaucoup travaillé, on a fait des tables rondes. Alors, je parle en France et à l'étranger. On a des modules de conversation courageuse qu'on a utilisés dans certains pays. Donc ça, c'est une vraie sensibilisation importante parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas comment aborder le sujet, qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont des propos qui ne sont pas forcément racistes, mais qui peuvent être excluants. Il y a quelqu'un, enfin voilà, moi je cite souvent cet exemple, quand on a quelqu'un qui arrive dans une équipe et c'est la seule personne à qui on dit « et au fait, toi, d'où tu viens ?» eh ben, c'est une forme d'exclusion. Donc on peut nous sensibiliser en entreprise sur il y a des choses qui blessent, il y a des choses qui sont délicates et comment on se rattrape, comment on a ces conversations courageuses aussi. Voilà, comment est-ce qu'on parle du racisme. Alors on avait fait des tables rondes sur comment est-ce qu'on parle du racisme avec nos enfants, comment est-ce qu'on parle du racisme en entreprise. Voilà, on a travaillé aussi avec les réseaux pour faire ces sensibilisations. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième volet. Mais il est important parce que il permet aussi de libérer dans la parole dans l'entreprise, il permet aussi de former, d'informer, de faire comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, donc c'est important. Après, il y a un troisième volet qui est celui de l'accompagnement. On parle beaucoup d'égalité, mais c'est vrai que on a beaucoup travaillé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les... Sinon, je suis comme Morgane, je ne m'arrête pas. Mais sur le recrutement, on a énormément travaillé aussi sur nos équipes de recrutement pour qu'elles représentent la société. Voilà, ça, c'est important aussi que quand on est recruté dans une entreprise, on s'y reconnaisse. Donc, on travaille beaucoup sur l'accompagnement. On a des programmes de mentoring. Voilà, moi je suis aussi mentor dans un programme qui s'appelle Révélateur, qui est un super programme. Donc il y a plein de façons d'accompagner au sein de l'entreprise. Après, on soutient, et ça c'est hyper important, c'est-à-dire que nous on considère que l'inclusion, elle fonctionne si tout le monde s'en occupe, et tout le monde s'en occupe. Donc il faut que ce soit au niveau du top, au niveau de la RH, au niveau des managers. On a de la force vive qui a envie de partager, donc on aide, on soutient nos réseaux de collaborateurs parce que clairement, ça nous fait énormément bouger, évoluer. Et puis après, il y a tout un volet qui est extrêmement utile, qui est pour moi celui de l'engagement, qui est comment est-ce qu'on va arriver à travailler différemment pour recruter et pour aider. Donc on a l'ascenseur, qui est un lieu assez extraordinaire à Paris, parce qu'on a une vingtaine d'associations qui sont hébergées là. C'est un lieu BNP Paribas et qui s'occupe, donc il y a Article 1, vous en connaissez certains, et qui s'occupe vraiment d'aider des jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Donc voilà, comment est-ce qu'on s'engage ? On est partenaire de nos quartiers du talent depuis 20 ans, on est premier employeur en Seine-Saint-Denis, donc on fait des choses en dehors de l'entreprise et c'est comment est-ce qu'on connecte ce monde interne et ce monde externe pour que ça se parle et que tout ça, ça fasse avancer ces sujets. Voilà. Et puis le dernier c'est la transparence. Donc effectivement, on fait des enquêtes en interne et puis on reparlera peut-être de l'index Moreno. Voilà. Et on publie les résultats, bien sûr. Merci beaucoup, Caroline. En préparant cet événement avec les amis du Club Kesho, tu as parlé des réseaux d'entreprises. Donc je rappelle, dans le Club Kesho, nous avons l'initiative Q4D, des collaborateurs du groupe AFD. Nous avons le Club Maths d'EY. Nous avons le Club Airbus Africa Community d'Airbus. Nous avons le Club Affinity de BNP Paribas et le Club Afrique de Deloitte. Et en parlant entre nous, en brainstormant, il y a des noms, des personnalités qui sont remontées comme étant des personnalités modèles, des rôles modèles. Et on s'est dit, pourquoi pas les inviter
pour qu'ils nous disent comment eux ont fait, parce qu'on s'est dit que quand ils sont toujours dans leur ascension et on leur souhaite d'aller le plus loin possible, ils ont certainement connu de difficultés et qu'aujourd'hui, étant dans des postes de management, quels conseils ils peuvent donner ou quel retour d'expérience ils peuvent nous faire. Et donc, Hélène, tu as été identifiée comme étant une personnalité exemple. Donc, moi, je te pose juste une question simple. Raconte-nous ton parcours. Dis-nous ton parcours et quelles recettes tu peux donner pour des personnes qui veulent, qui espèrent avoir un parcours professionnel comme le tien en existant dans un environnement où on sait qu'il y a des contraintes comme on l'a évoqué tout à l'heure. Dans un premier temps, merci pour l'identification. Donner un conseil, c'est toujours complexe. Je dirais que tout au long de mon parcours, je n'ai jamais été arc-boutée sur la question de la diversité. Je n'ai jamais eu comme critère de référence ce que l'autre, comment je peux être perçue par l'autre, au-delà de mes compétences et de ce que je peux apporter à une entreprise. En revanche, j'ai vécu effectivement un certain nombre de situations où ma diversité, entre guillemets, m'a été renvoyée. Et je pense qu'on s'identifie un peu tous à ce type d'expérience. Donc si j'avais un conseil à donner aux plus jeunes, également issus de la diversité, c'est compliqué pour moi en fait de parler de moi en termes de diversité parce que je suis parfaitement alignée avec moi-même et j'ai pas, c'est un peu, on est divers par rapport à l'autre, c'est l'autre qui nous voit divers. Donc si j'avais un conseil à donner, soyez vous-même, soyez fiers et forts de vos forces et faiblesses, de vos origines. On a tous des origines. Et donc la discussion pour moi est toujours un peu compliquée parce que je ne me vois pas différente d'un Corse, d'un Espagnol ou d'un Danois. En revanche, encore une fois, j'ai peut-être eu à gérer des situations qu'un Corse, qu'un Danois ou un Espagnol n'aurait pas eu à vivre, tout simplement du fait de la couleur de ma peau. Donc encore une fois, si j'avais un conseil à donner, soyons fiers de qui nous sommes, de nos origines. Et puis surtout, pour revenir dans le domaine professionnel, je pense que ce qui est important, mais c'est valable pour tout le monde, c'est d'essayer le plus tôt possible de savoir ce qu'on souhaite faire de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, et de savoir identifier justement le parcours, comment acquérir les compétences, comment aller les chercher, comment les développer pour évoluer dans le sens de la carrière qu'on souhaite effectuer. Et il est vrai que alors les choses évoluent en France, parce qu'on parle essentiellement du contexte franco-français. Il est vrai qu'il y a certaines années, encore quelques années, l'accès à l'information n'était pas simple. L'accès à l'information n'était pas simple sur les formations, les parcours professionnels, les postes qui existent au sein d'une entreprise. Il y a beaucoup, encore une fois, d'actions de pédagogie qui ont été faites. Moi, j'ai un parcours un peu spécifique puisque j'ai en fait fait une partie de ma formation, de mon parcours scolaire en dehors du territoire national. Et j'étais dans un contexte, on pourrait être très clair, hein, on parle de diversité. Donc moi, ma diversité, elle est à la fois aux Antilles, en Guadeloupe et au Congo. Donc j'ai grandi, j'ai passé une partie de ma jeunesse en Guadeloupe. Et en fait, j'ai fait toute la première partie de mon parcours scolaire jusqu'au bac en Guadeloupe. Et donc j'étais dans un environnement où la question de la diversité ne se posait absolument pas. Comme elle aurait pu se poser si j'avais en fait été en milieu scolaire sur
le territoire français hexagonal. Et ensuite, j'ai poursuivi ma formation entre Paris, Londres et New York. Donc là, encore une fois, la diversité se posait pas du tout dans les mêmes termes que ce qui peut avoir été vécu par d'autres personnes qui, elles, ont évolué en contexte franco-français. Encore une fois, ce qui a été ma boussole, c'est tout simplement ce que je souhaitais faire dans la vie, en accord avec mes valeurs, en accord avec mon éducation. Et puis, j'ai toujours été animée par l'esprit de curiosité. Et je pense que ce qui a été une force, parce que pour avoir évidemment de la famille, des amis qui ont vécu d'autres expériences, c'est qu'à aucun moment, ma légitimité n'a été remise en cause dans aucune de mes activités ou de mes initiatives. Donc je n'ai jamais été en situation de me dire, est-ce que tu es certaine que c'est un poste pour toi? Est-ce que tu es certaine que c'est ce que tu veux faire? Est-ce que tu es certaine que tu vas être acceptée? Est-ce que tu ne penses pas que ta diversité va être un problème? Je ne me suis jamais posé ce type de questions. Et je pense que c'est ce qui constitue ma force. Simplement, ça ne m'empêche pas d'être consciente des difficultés qui peuvent exister. Hélène, je vais maintenant passer la parole à Aristide avant de revenir avec toi parce qu'il y a beaucoup de questions dans le fil d'actualité. Mais comme je disais, nous t'avons identifié, nous avons aussi identifié Aristide Ouattara. Et je j'aimerais un peu en parallèle qu'Aristide aussi nous parle, un peu comme toi tu viens de le faire, sur ton parcours qui est exemplaire pour beaucoup de gens et beaucoup de membres du club. Et on s'est posé des questions dans cet environnement qu'on vient de décrire, comment vous avez pu faire cette ascension. En tout cas, très très fier. Je ne sais pas si ma mère suit l'émission. Je veux lui dire que j'ai été identifié. Donc, il y a beaucoup de choses qu'Hélène a dites et, où je me vois très très bien là-dedans. Mais quand je suis rentré chez Deloitte, il y a un événement qui m'a vraiment marqué. J'ai commencé ma carrière donc chez Capital Market, donc c'est très technique. Hein, on était sur tout ce qui est valorisation des instruments financiers. On allait auditer nos amis de la BNP sur à l'époque les instruments financiers qui devaient être comptabilisés d'une certaine façon. Donc sujet extrêmement technique. Donc moi j'ai un background école de commerce, école d'ingénieur. Donc on faisait partie d'une petite élite, d'une équipe chez Deloitte, et on travaillait beaucoup. Et une fois, je me suis retrouvé je pense qu'il devait être 23 heures dans l'ascenseur, et qu'est-ce que je croise? Amadou Raïbi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le seul président de conseil d'administration d'un Big Four d'origine africaine. Donc, il est d'origine béninoise. Il était le numéro 2 mondial de Deloitte. Donc on s'est croisés dans l'ascenseur, quelqu'un de très accessible, donc il me demande d'où je viens, qui je suis, et je devais aller prendre le métro, il allait prendre le taxi, et on a passé 10 minutes où il m'a expliqué son parcours chez Deloitte, comment il a fait justement pour arriver à ce niveau-là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est possible d'y arriver. Tout à fait. En revanche, j'étais tout petit peu dépité. Quand même, bon, ça fait longtemps, hein, il y a quelques années, quand il a expliqué effectivement les obstacles. Mais quand je suis sorti de là, j'étais drivé par quelque chose en disant que le plafond de verre, il existe, mais il faut se doter des brise-glaces. D'accord ? Et parfois, les brise-glaces, il faut qu'on l'acquiert soi-même, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut nous donner. Voilà. Et donc, pour ma part, effectivement, j'ai effectivement eu la chance, parce que je parle beaucoup de chance d'avoir des managers qui étaient extrêmement
supportive. Et pour eux, la problématique de diversité ethnique, au fait, ça voulait absolument rien dire. Moi, je ne me suis jamais senti à un moment, à profil égal, être personnellement pénalisé par rapport à un collaborateur. C'est peut-être la chance, mais c'est aussi parce que je me suis donné les codes pour le faire. Et c'est là que je vais revenir là-dessus. Par rapport, personnellement, en tant que manager, ça s'est bien passé pour moi, mais ça ne s'est pas passé de la même manière avec un certain nombre de collaborateurs que j'ai accompagnés. Je terminerai par un petit exemple d'un collaborateur que j'avais qui était extrêmement performant, techniquement, mais qui un jour a sorti une réflexion: si on était en Afrique, ça passerait. C'était une réflexion assez misogyne, qui sortait, ça partait d'un bon sentiment. Malheureusement, c'était mal pris par la senior qui était sous ma responsabilité, et donc qui lui a fait vraiment qui a remonté une alerte au RH, et ça s'est plutôt mal terminé pour ce collaborateur parce qu'il avait dépassé les bornes. Donc le conseil justement par rapport à ça que je peux donner, c'est au-delà effectivement des efforts que doivent faire des structures comme Deloitte, EY ou les autres entreprises, il y a aussi de la responsabilité des collaborateurs qui sont des collègues qui sont issus de la diversité, de se doter des codes aussi. Voilà. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on est... moi, je viens d'Afrique, je viens du Burkina et de la Côte d'Ivoire, donc on a une certaine, par exemple, relation avec les aînés. Le contact visuel, par exemple, c'est quasiment interdit. Quand on parle à un aîné, d'où je viens, on ne doit pas regarder les aînés dans les yeux. Or, ici, ça peut être vu comme si c'était voilà, du mépris. Oui. Donc, exactement, un manque de respect. Et donc, assez jeunes que j'ai eu à coacher, je leur ai expliqué que quand ils sont chez eux, à la maison, dans l'environnement familial ou dans un environnement culturellement proche d'eux, il n'y a pas de problème. Mais quand ils viennent justement dans une structure avec des normes internationales et professionnelles, il faut aussi s'adapter. Donc la problématique d'inclusion, elle ne vient pas que de l'employeur. L'employeur a beaucoup de travail et je suis content de voir qu'on a tous quasiment lancé des initiatives très intéressantes, très impactantes. Mais il faut aussi qu'on arrive via le mentoring et le coaching par rapport à nos collaborateurs pour leur dire qu'il faut aussi le brise-glace, il faut se le construire soi-même. Donc s'intégrer, donc ça c'est très important. Et puis après, il faut aussi, et je terminerai par là, mon parcours, j'ai réussi à aller aussi vite parce que j'ai travaillé. Voilà, il faut pas se dire quelque part qu'on va profiter des quotas de diversité ethnique. D'ailleurs, on va en parler après. Voilà. Est-ce que les quotas sont des pistes? Alors moi, je ne suis absolument pas... alors, si c'est des quotas à compétences égales parce que la personne est compétente, oui. Mais il faut vraiment faire attention à cela. Pour moi, le conseil que je donne, s'intégrer, faire son travail. Et après, il faut compter sur tous les programmes, toutes les approches aujourd'hui qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir justement permettre à ces entreprises d'avoir de plus en plus de membres de la diaspora ou de la diversité dans les COMEX. Tout à l'heure, effectivement, j'ai bien apprécié la remarque de Julien. Avant qu'on arrive au COMEX, c'est au tout début, parce que l'histoire dont je vous parle, c'est l'histoire d'un consultant qui avait 2 ans d'expérience et qui est sorti justement de l'autre parce qu'il n'avait pas effectivement les bons codes. Ouais. Merci beaucoup Aristide. Du coup, je vais revenir à Julien parce que je sais que Julien doit partir et va être remplacé par notre DG. Et donc, Julien, une des questions qui remonte dans le fil, et je pense qu'Aristide en a un peu parlé, c'est vrai que tu as parlé de la base, mais beaucoup des personnes qui nous suivent demandent quand même aujourd'hui
qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans les COMEX, dans les top management, qu'est-ce qu'on peut faire quand même de concret? Et si tu peux aussi nous dire, on a parlé des lois et des quotas, est-ce que l'entreprise a quand même une fenêtre de tir où elle doit attendre que tout soit légiféré? Voilà. C'est beaucoup... vu que tu pars, je charge la barque. Pas mal. Là, la barque est bien chargée. Alors, je ne vais pas directement passer la balle à mon directeur général pour lui demander comment il constitue et juge utile de constituer son COMEX. Non, moi, je pense qu'il est important d'abord qu'on chausse ces lunettes qui posent ces questions-là. Il n'y a pas longtemps, personne ne se posait la question en regardant les COMEX. Aujourd'hui, tout le monde regarde les COMEX en se disant, tiens, où ils en sont, gender, diversité, c'est quoi les intitulés, est-ce qu'ils font monter la diversité jusqu'à quel niveau dans l'organisation? Voilà, donc je trouve que c'est le premier prisme, c'est d'abord d'interroger ces structures-là en elles-mêmes pour ce qu'elles véhiculent, et le simple fait de poser cette question-là est déjà une force de transformation. Pour une raison à minima et une raison à maxima. La raison à minima, c'est que personne va vous envoyer bouler si vous posez la question de « tiens, c'est quand même étonnant, votre sexe ratio et votre inclusion, vous en êtes où ?» Qui va oser dire aujourd'hui que c'est une question qui ne se pose pas? C'est évident que c'en est une. Et puis la deuxième, bien évidente, et qui a été montrée sur quelques slides, c'est l'effet performance que ça comporte et l'effet transformationnel ensuite pour l'entreprise. Moi, je pense que les dirigeants entendent aussi une forme de bénéfices économiques, mais de demande des corps sociaux aujourd'hui, des corps sociaux de l'entreprise. Et c'est une demande aussi qui monte en interne et qui légitime, qui donne de la puissance ensuite aux instances dirigeantes. Comment le faire? Des mécanismes de détection, évidemment, qui doivent être sacrément pointus, une certaine prise de risque quelquefois, puisque tous les biais de représentation font justement que les radars, qui sont quand même en matière RH d'une fiabilité raisonnable, je veux dire, il faut quand même être toujours modeste sur l'effectivité de ces outils-là. Et du coup, je pense qu'il faut connaître les biais de ces propres outils-là et savoir chasser en dehors aussi. Ça, je pense que c'est un élément qui peut aider. En parallèle, j'ai oublié le deuxième volet de ta question. C'était la piste de la loi. On sait qu'il y a des contraintes réglementaires. Est-ce qu'on attend que la loi évolue ou l'entreprise peut se dire, moi, j'avance sur telle piste, tout en restant dans... Je pense qu'on a déjà de la marge en utilisant l'intégralité de ce qu'il est possible de faire et complètement. On l'a entendu d'ailleurs dans une prise de parole et dans la question de la mesure subjective de l'appartenance à une minorité ou du vécu d'une forme de diversité ou ce genre de choses. Je pense qu'on peut déjà capter tout un certain nombre de choses, en plus d'autres paramètres qu'on a tout à fait le droit d'interroger. On a eu l'exemple du baromètre trimestriel qui tournait, que je trouve très intéressant. Donc je pense qu'avant d'avoir besoin d'une classification qui est quand même extrêmement délicate à trouver, qui va nécessiter une vraie transversalité pour pouvoir se comparer, parce que ces mesures-là, elles n'ont d'intérêt que par la comparaison. L'autoréférentiel brut, il n'est pas très très intéressant. La mesure d'écart sur soi-même, elle n'est pas géniale. Ce qui est intéressant, c'est de se parler entre nous et de voir comment on fonctionne à côté. Donc moi, je pense qu'avant ça, on a beaucoup de travail déjà d'exploitation de choses faisables. Je crois qu'on a aussi inscrit dans nos esprits, à l'excès, l'impossibilité de mesurer. Tout à fait. Enfin, franchement, il y a 2-3 ans, tout le monde disait « Ah, il ne faut surtout pas toucher, c'est hyper dangereux ». En fait, on se rend bien compte qu'on peut faire tout un ensemble de choses, qu'on peut mesurer un ensemble de choses, en étant parfaitement conforme, en s'adressant à de la subjectivité, en s'adressant à d'autres clés de lecture, à interroger les gens sur leur sentiment d'appartenance culturelle, la CSP. Enfin, il y a plein de proxys qui sont quand même très intéressants, et je pense qu'on n'a pas fini d'utiliser déjà le contenu de tous ces éléments, de tous ces proxys, avant d'avoir besoin d'une caractérisation, comme elle a été citée, du type maghrébin, caucasien, asiatique ou je ne sais quoi. Merci beaucoup, Julien. Et si je peux vous donner un tuyau, je vous encourage à poser cette question à notre directeur général, qui avait très envie de parler de ça l'autre jour, qui est passionné par ce sujet-là. Je suis sûr que vous aurez un échange intéressant. Je n'y manquerai pas. On l'attend avec impatience. Et je suis désolé, je dois absolument aller retrouver mes petits-enfants qui m'attendent. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de vous retrouver sans tarder. Merci beaucoup, Julien. Et on applaudit Julien parce qu'on vous applaudira aussi à la fin parce que les interventions sont vraiment de qualité.
Et merci beaucoup. Je reçois plein de réactions sur vos analyses qui sont très pertinentes. Et je vais poser la même question un peu à Caroline par rapport à la BNP, parce que les remontées sont OK, on a vu, on comprend tout ce que vous faites, mais là, maintenant, est-ce que le COMEX de la BNP, le top management, commence déjà à essayer d'agir sur ces questions? Et aussi, la même question, est-ce qu'on doit attendre les entreprises ou on doit être force de proposition? Alors, du coup, moi, les quotas, on le voit, les quotas, la loi fait des quotas. Là, ça a été le cas avec la loi Marie-Pierre Rixain, qui est en train d'être votée et qui va être totalement votée là d'ici quelques jours, qui met un quota de 40% de femmes dans les comités exécutifs d'ici 8 ans. 2030. Merci. Voilà. Chez BNP Paribas, nous, on a commencé à se mettre des objectifs que je vais plutôt appeler directionnels dès 2015. En 2015, on avait pratiquement, 8%, très peu de femmes au COMEX, on avait très peu de femmes dans le G100, très peu de femmes dans les SMP. Et voilà, on a fait un premier... on s'est mis des objectifs et on s'est là remis des objectifs en 2025. L'avantage de se mettre des objectifs, c'est que on se met des objectifs par rapport à ce qu'on mesure. Donc effectivement, nous, on a à peu près 50% d'hommes et de femmes dans l'entreprise. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas 50% d'hommes et de femmes dans nos populations de talents et qu'on n'ait pas à peu près 40%, 60% d'hommes et de femmes dans nos populations clés managériales. Mais effectivement, pour se mettre des objectifs, que ce soit ce que moi j'appelle les objectifs directionnels ou des quotas, il faut de toute façon mesurer. Aujourd'hui, alors j'entendais ce qui était dit, pour être dans les, on appelle ça les guinea pigs en anglais, voilà, les bêta-testeurs de l'index Moreno. On a le défenseur des droits autour de la table, la CNIL. Voilà, moi je vois bien que la CNIL peut tousser assez vite. Voilà, ils sont autour de la table et ils nous rappellent quand même un certain nombre de choses qui leur tient très à cœur dans l'application de la loi. Après, ce qui va être très intéressant avec cette mesure d'index Moreno, c'est qu'effectivement, et c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis et en Angleterre, c'est-à-dire qu'on ne classe pas les gens dans caucasiens, mais les gens s'auto-déclarent. Donc c'est quand même pas la même chose. Moi, BNP Paribas, je ne vais pas dire un tel est caucasien, un tel est d'origine africaine, un tel est d'origine asiatique. Les gens vont s'auto-déclarer, ils vont le faire d'un point de vue géographique, d'un point de vue social et d'un point de vue ethnoculturel. Et une fois qu'ils ont fait ça, ça permet derrière de se dire ok, où est-ce qu'on a envie d'être dans 4-5 ans? Qu'est-ce qu'on découvre aussi? Parce qu'il y a des choses très intéressantes. Nous, on a eu 2 nominations au COMEX l'année dernière et l'année d'avant. Une femme franco-marocaine, voilà, Sophia Merlot. Sophia Merlot qui nous a fait l'honneur d'être au lancement du Club Kécho. Exactement. Et c'est intéressant parce que je pense que Sophia, que je connais bien, ne parlait pas du fait qu'elle était d'origine marocaine il y a 20 ou 30 ans. Donc il y a aussi voilà, une appréciation de la diversité que j'entendais tout à l'heure d'Hélène qui disait finalement moi voilà, c'était pas un sujet. Donc c'est important aussi de se dire voilà, comment c'est un sujet et comment est-ce qu'on le mesure et comment est-ce qu'on s'autodéclare. Et puis on a Bernard Ghevghani aussi qui nous est venu il y a plusieurs années d'Iran, voilà, qui est un réfugié et qui est aujourd'hui au COMEX. Donc c'est des histoires aussi intéressantes parce que c'est des histoires différentes et je pense qu'on n'en aurait pas parlé il y a 10 ans en fait. Voilà. Donc c'est aussi ça, les mentalités changent et moi je suis vraiment très curieuse. Donc on va lancer au sein de BNP Paribas, on est 10, hein, il n'y a pas que des entreprises privées, il y a aussi des organismes publics, il y a Pôle emploi voilà, qui va tester et on va voir déjà quel taux de réponse on va avoir. Ça va être aussi intéressant parce qu'on sait que dans certains pays, même si c'est autorisé de s'auto-déclarer, les gens ne s'auto-déclarent pas. Donc voilà, on voit bien que tous ces sujets ne sont pas aussi simples. On appuie sur un bouton et ça fonctionne. Mais
on va clairement vers de la mesure. De toute façon, on va clairement vers de la data partout. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Caroline. J'ai pas oublié que on a Morgane qui est en ligne. Morgane, je vais passer la parole tout à l'heure, mais avant, je vais revenir à Hélène. Parce que les questions qui remontent, c'est, comme je l'ai dit, sur le top management. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent voir du changement maintenant. On a bien compris que c'est un processus. Mais toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux dire en termes de, par rapport à la loi, par rapport aux efforts que les entreprises peuvent faire, en plus de ce qui est déjà fait maintenant, pour qu'il y ait plus d'Hélène Landou et d'Aristide Ouattara, ou des personnes qui sont réfugiées, qui viennent d'Iran, qui ont un parcours un peu différent, qui viennent, je ne sais pas, d'Amérique latine ou ailleurs, et qui vivent dans notre société. Moi, je suis très clairement pour les quotas. Voilà, c'est clair. C'est dit. Si on laisse le temps aux sociétés d'évoluer, à la loi de suivre ou de ne pas suivre, on sait que tous les combats, toutes les évolutions sociétales, en dépit de la bonne volonté des entreprises publiques, privées, vertueuses ou non, à un moment donné, il a fallu passer par la loi qui impose des objectifs chiffrés et qui prévoit aussi des sanctions quand ils ne sont pas atteints, quand la loi n'est pas appliquée. Donc, de façon très simple, sujet, verbe, complément, je suis pour les quotas. C'est clair. Merci beaucoup, Hélène. Aristide, un peu la même chose, ton avis? Oui, alors peut-être que je vais préciser mon propos. Je suis également pour qu'il y ait des objectifs. Donc, on peut parler de quotas, mais le seul danger des quotas, c'est il faut juste qu'on évite de rentrer dans la médiocrité. Parce que ça peut aussi... Si je peux juste intervenir. Je ne connais aucune entreprise aujourd'hui, diversité ou pas, qui embauche à des niveaux de responsabilité élevés, bon, il y a quelques exceptions, des personnes non compétentes. Alors, et je ne connais aucune personne incompétente qui fasse des carrières longues à des postes de responsabilité. Exactement. Donc pour moi, ce n'est pas un débat, diversité ou pas. Et les quotas, je suis d'accord, il faut effectivement mettre toutes les précautions, mais ce qui me dérange un peu quand on insiste sur cette condition, c'est qu'on sous-entend qu'on pourrait effectivement, alors encore une fois, je parle de ceux qui sont issus de la diversité, s'accommoder, se satisfaire du fait que si on est nommé à une telle position, c'est qu'on ne le mérite pas par nos compétences. Et je pense que ce n'est pas un sentiment ni une volonté partagée. Ouais, pour faire simple, hein, je milite pour qu'il y ait des quotas, mais je ne veux pas absolument que quand on a une personne issue de la diversité qui passe, qu'on le catalogue comme le quota diversité. Parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dévalorisant. Mais alors, je vais peut-être casser l'ambiance un tout petit peu. Tu peux casser l'ambiance, c'est voilà, pas grave. Mais non, le changement, c'est maintenant, c'était la devise d'un président. Non, le changement ne sera malheureusement pas immédiat maintenant. Il faut se dire que pour avoir beaucoup de personnes issues de la diversité dans le COMEX, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. En revanche, il y a une trajectoire à lancer. Il y a des trajectoires de carrière. On a parlé de la base, c'est-à-dire que pour qu'on puisse, justement, vous avez parlé du point, pour qu'on puisse avoir des personnes à nommer, il faut qu'ils aient gravi les échelons. Sauf qu'on en perd beaucoup sur le chemin. Donc, en tout cas, moi, à mon niveau, ce qu'on va faire, c'est vraiment mettre en place un système, et on le fait chez Deloitte, de mentoring, de mentoring justement des collègues issus de la diaspora. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les plus jeunes qui souvent sortent d'école, après être arrivés en France et donc qui n'ont pas encore les codes. C'est la réalité. Donc, et moi, personnellement, avec d'autres collègues, on les aide à bien s'intégrer. Et une fois qu'ils ont pris le train en marche, il n'y a pas, en tout cas, on réduit en fait, le risque d'en voir certains en fait, qui n'arrivent pas à monter. Et la deuxième chose,
effectivement, pour y arriver, on a parlé de sensibilisation. Et comme on n'a pas de données, je suis très content que Elisabeth Moreno ait lancé ces sujets-là, mais chez Deloitte, on lance aussi beaucoup de surveys. En fait, il y a beaucoup d'enquêtes internes et qui sont extrêmement édifiantes. D'ailleurs, on fait d'une paire de coups. Le fait de faire le survey, l'enquête permet aussi de sensibiliser. Et ça, c'est important de faire un survey auprès du COMEX. Aujourd'hui, effectivement, la question n'est pas quantitative. Il est hors de question de parler de quotas à ce stade ethnique. En revanche, il y a la perception, pour le moment, la perception des collaborateurs de l'OAT ou même des membres du COMEX sur le degré de diversité. Voilà. Et là, effectivement, donc, je ne rêve pas, je ne pense pas qu'on va avoir des lois qui vont imposer des quotas tout de suite, mais en attendant, il y a un travail à faire pour justement élargir la base des personnes issues de la diversité qui sont éligibles à des postes de COMEX. Donc c'est un travail extrêmement long, mais sur lequel je compte vraiment sur des structures comme le club Kesho, les initiatives qui ont été lancées par les différents intervenants. Mais soyons réalistes, il faut vraiment se donner un peu de temps pour qu'on puisse arriver à des standards internationaux en France. Merci beaucoup, Aristide. Du coup, je passe la parole à Morgane. Morgane, tu as entendu les échanges et beaucoup de personnes en ligne posent la question de maintenant. Beaucoup de personnes se disent que déjà maintenant on peut faire quelque chose. Et quel est ton avis par rapport à cette position et surtout par rapport à la loi? Donc c'est un peu la même question que j'ai posée aux autres intervenants. Je pense que... D'accord, oui, c'est très clair. C'est intéressant parce que on voit qu'on n'est pas... on est aligné sur le fait de se dire faut les objectifs, faut les quotas, et ensuite il y a la question du comment on fait ça et du tempo qu'on se donne. Et là, la loi RIC-5 qui sort quand même sur la question de la mixité, de la représentation des femmes dans les comités de direction, elle est intéressante pour ça, parce que si on devait comparer, on s'était posé la question tout à l'heure de est-ce que ce qui est fait pour l'égalité entre les femmes et les hommes, on peut l'appliquer à d'autres typologies de diversité? Je pense que la réponse, pour moi, est oui, c'est-à-dire que ce coup de pouce de cette loi RIC-5 là, qui consiste pas à dire il y a des quotas demain matin en janvier 2022, mais vous avez jusqu'en 2026 pour avoir 30% de femmes dans les comités de direction. Vous avez jusqu'en 2030 pour avoir 40% de femmes dans les comités de direction. Ça permet une réelle accélération, je crois. Et donc ces coups de pouce de la loi, sans vouloir légiférer sur tout, parce que les entreprises mettent des choses en pratique, évidemment que la loi ne peut pas régir, elle peut permettre de donner ce coup de pouce pour qu'on soit plus dans le maintenant que dans le demain ou après-demain. Merci beaucoup, Morgane. Alors, je vais revenir à Hélène. Avant que notre directeur général, Romy Rioux, puisse intervenir pour clôturer la séance. Alors, Hélène, tu as entendu les interventions et on se rend bien compte que on est dans une société qui parle d'universalisme, mais il y a souvent des biais qui empêchent et qui bloquent certaines carrières. Et c'est des questions sensibles. On sent que beaucoup de personnes veulent que tout change maintenant. D'autres se disent qu'il faut du temps. J'aimerais encore te relancer sur la notion du temps, sur le top management. Est-ce que, à ton sens, s'il y a un temps, tu penses que c'est combien de temps ou tu penses que non, c'est vraiment ici et maintenant, la notion du temps? Je pense que c'est ici et maintenant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises vertueuses. Il y a beaucoup de hauts dirigeants, de directeurs généraux, de présidents, de membres du COMEX qui sont en faveur de la diversité, c'est-à-dire d'une meilleure représentation de toutes les composantes de la société au sein de leur entreprise. Donc pour moi, la notion du temps, elle n'est pas forcément une notion floue et dans le lointain.
Je pense que l'agrégat de toutes les initiatives et toutes les actions dont on parle maintenant depuis le début de ces entretiens ont contribué et continuent à contribuer à l'évolution des situations. Je suis très optimiste sur le fait que les choses vont changer et pas forcément dans 15 ans ni dans 20 ans. Pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure par le co-panéliste responsable du recrutement chez l'AFD, quand il disait qu'il y a encore 10 ans, on ne parlait pas de ces sujets, je suis d'accord. Si je m'intègre à la communauté de la diversité, en tant que sujet de la diversité, c'est une question qui a toujours été posée. C'est une question que les personnes identifiées comme faisant partie de la diversité se posent depuis toujours. Donc, pour moi, la notion du temps, elle est importante, mais elle n'est pas fondamentale. Il y a eu des avancées, il continuera à y en avoir, et il continuera à y en avoir d'autant plus que, encore une fois, c'est une question qui existe depuis toujours. Parfait. Caroline, peut-être sur la notion du temps, beaucoup de personnes qui nous suivent disent la diversité ethnique dans les COMEX, les top management, on a compris, il faut recruter à la base, il faut former, mais ici et maintenant, on fait quoi? Que fait la BNP Paribas? Alors, nous, dans le ici et maintenant, on fait plusieurs choses. On l'a dit, donc on mesure, on travaille beaucoup sur la sensibilisation, on fait aussi du mentoring, parce que moi, je crois beaucoup au fait, à un moment, d'accompagner et de lever des freins. On en a parlé tout à l'heure, mais des petites phrases qu'on entend régulièrement, des syndromes d'imposteur, voilà, tout ça, des codes. Enfin, il y a plein de raisons qui vont faire qu'à un moment donné, tous les mini-freins font que ça n'avance pas. Donc voilà, ça c'est le ici et maintenant. Moi, je pense qu'il y a une vraie urgence, en tout cas, d'accélérer dans toutes les entreprises, parce qu'on voit aussi une société qui est de plus en plus clivée. Et l'entreprise est un lieu de lien social très fort, et donc on a aussi une responsabilité sociale de s'assurer que on fait avancer ces sujets. Et nous on est très fiers parce qu'on a grâce à Affinity on a maintenant un réseau multiculturel qui est international et qui justement fait le bridge entre tous les réseaux culturels de tous les pays, quelle que soit l'origine culturelle. Et je pense qu'il faut vraiment dans les entreprises qu'on soit désiloisé. Et c'est en désiloisant aussi que l'on va y arriver. Parce qu'on voit bien, par exemple, aujourd'hui, la diversité ethnoculturelle... si je prends les compétences, parce qu'il faut quand même revenir à ça, et c'est important, on sait que les compétences, nous, chez BNP Paribas, ne sont pas réparties de la même manière entre les femmes et les hommes. On le voit dans les écoles. Et sur la diversité ethnoculturelle, on voit aussi, par exemple, des compétences digitales ou informatiques qui sont en train d'irriguer une diversité ethnoculturelle et pas forcément une autre diversité. Donc tous ces vents contraires que l'on a de par l'évolution de la société, des écoles dans lesquelles on recrute, sont aussi des choses avec lesquelles on doit composer. Donc c'est important de mettre... Enfin, pour moi, les sujets de diversité... C'est deux choses, c'est beaucoup de pression au quotidien, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais lâcher la pression, et la pression c'est ici et maintenant, parce que si on n'a pas de pression, pas de sentiment d'urgence, eh ben, il ne se passe rien, comme tous les changements, voilà. Et en même temps, donc il y a une urgence à changer, et il y a en même temps y travailler tous les jours, viser assez loin, garder le cap, et tous les jours faire quelque chose pour que ce soit au niveau de l'agenda, du top management, du management intermédiaire, de nos collaborateurs. Donc c'est vraiment des efforts continus et quotidiens avec une urgence du changement et en même temps d'être conscient, et je rejoins Aristide, c'est que le changement, certes c'est maintenant dans un slogan, mais le changement ça prend quand même un temps. Voilà. On ne change pas toute une organisation de 200 000 personnes du jour au lendemain. Mais la pression, elle doit être sur l'urgence.
Et, Alors, voilà, et je termine juste parce que je suis obligée de vous laisser. On a un peu dérapé, mais voilà, donc je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Juste, Hélène. Rajouter un autre élément qui me permet d'être d'autant plus optimiste sur l'accélération et le ici et maintenant, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure le sentiment d'imposture, mais il y avait aussi il y a encore une génération le phénomène d'autocensure, où on ne se permettait même pas de se projeter sur des postes à responsabilité, encore une fois, dans nos communautés dites de la diversité. Et ce phénomène-là n'existe pratiquement plus. En l'espace d'une génération, en tout cas, il s'est considérablement atténué. Donc voilà, c'est des indicateurs positifs. Alors, merci beaucoup, Hélène. Et nous avons l'honneur de recevoir M. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, qui nous accueille. Je vous invite, M. Rioux, à rejoindre notre panel pour nous faire votre message sur le sujet. Oui, comme vous préférez, ici ou là-bas. Ça vous est égal. Oui. Bienvenue à M. Rioux. Avant que M. Rioux ne dise quelques mots, je voulais quand même souligner en tant que membre de Cult for Day, l'initiative des collaborateurs du groupe AFD, aux côtés du Club Maths, d'Airbus Africa Community, d'Afrinity, tous ces espaces de liberté qui existent dans ces grandes entreprises françaises. Nous tenions à vous remercier parce que vous avez été un des grands directeurs qui nous a soutenus au lancement. Et donc, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet événement et nous avons l'honneur d'écouter les mots que vous avez prévus et à partager avec nous sur ce sujet. Oui, tout à fait. Je l'ai eu toute la journée, là, donc. Bien, ben merci beaucoup et merci à vous tous d'être là et ceux qui sont en ligne. Oui. On est très heureux, très fiers ici à l'AFD de vous accueillir, vraiment. Et c'est une très belle initiative, comme l'est le réseau, le club Kesho, comme les Cult for Day. Et je veux vraiment remercier tout particulièrement Bénur pour toutes ces initiatives. Il y en a beaucoup, et tous ses collègues, et vous tous. Bénur, d'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est... moi, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais je signe tous les contrats de travail à l'AFD. Bon, on n'est pas 200 000, hein, on est un peu moins, mais enfin, j'en ai signé quand même 3 000 depuis 2016, où je suis arrivé à la tête de cette agence. Et périodiquement, en fait, je prends des coups de sang parce que ce qui m'arrive manque de diversité, en fait. Donc, je regarde bien les diplômes, pour autant qu'on puisse le savoir. Et donc, périodiquement, depuis 5 ans, j'arrête de signer les contrats. Et donc, vous avez eu Julien Célien, donc la direction des ressources humaines de l'AFD a développé une tactique pour déjouer. Et je me souviens qu'à une de ces époques, le premier parapheur qui était sur ma pile, c'était ton recrutement, Bénur. Donc, et puis c'est peut-être parce que je reviens de Kinshasa la semaine dernière que ça m'est... je suis heureux de te retrouver. Et non, c'est juste pour vous dire... bien sûr, c'est une évidence, bien sûr, c'est une priorité, bien sûr, c'est un combat, la diversité, et il faut qu'on s'y mette tous, depuis la tête des entreprises jusqu'à tous ceux qui peuvent prendre la parole et pousser cette grande priorité, toutes les diversités, évidemment. Hein, donc, on est aujourd'hui, je crois, vous êtes... à parler plutôt de diversité d'origine, ethnique, mais évidemment, l'égalité femmes-hommes, la parité est passée déjà quand même fortement. On est très fiers, nous, d'avoir atteint la parité de notre management l'été dernier. On peut penser au
au RQTH, au LGBT+, à la diversité encore une fois, des diplômes, à la diversité des origines sociales. Enfin, je dirais la diversité en soi, c'est bon pour une entreprise parce que ça la rend plus intelligente, ça la rend plus créative. Il y a la diversité d'ailleurs qu'on a en arrivant dans l'entreprise, puis il y a la diversité qu'on peut gagner aussi par ses propres parcours. Et donc c'est une politique évidemment qu'il faut mettre en place. Et il faut évidemment que ça touche, je crois que vous en parliez, il faut que ça touche toutes les strates de l'entreprise. Donc bien sûr, il faut recruter beaucoup de collaborateurs qui vont transformer, prendre le pouvoir et transformer les organisations. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi des rôles modèles. Enfin, il faut aussi des gens qui rendent les parcours possibles parce qu'ils sont passés avant. Donc, par exemple, je m'en doutais, hein, mais on a nommé un collègue qui s'appelle Christian Yoka, directeur Afrique de l'AFD. Bon. Enfin, Christian Yoka, c'est un grand professionnel du développement de l'AFD. Il a fait... donc, c'est parfaitement compétent et légitime pour être le directeur Afrique de l'AFD. Il n'y a aucune question. Mais évidemment, la presse, les gens, les clients, les partenaires, ils ont relevé ça, en fait. Et même des gens m'ont dit, on pensait que ce n'était pas possible, en fait, que le directeur Afrique de l'AFD soit Christian Yoka. Donc ça m'a un petit peu troublé. Mais Adama Mariko, qui est en face de moi, j'étais très fier qu'il prenne la parole au sommet Finance en commun à Rome qu'on a organisé, et qui nous partage des choses un peu personnelles, en fait. Et c'était très très bien de dire ça, comme on doit tous le faire dans des environnements professionnels, parce que on va pas se cacher. Enfin, je veux dire, on a tous une diversité en nous qu'il faut affirmer. C'est d'ailleurs un problème en France, vous le savez. Enfin, vous avez dû en discuter. Mais moi, quand je reçois, la première chose que je regarde quand je reçois un parapheur pour recruter quelqu'un, c'est sa nationalité, en fait. Et un dossier sur 2, sur 3, cette information n'est pas renseignée, en fait. Parce qu'on ne peut pas la demander, en fait. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un sa nationalité quand on le recrute. Alors, pour une raison tout à fait légitime, c'est parce qu'on pense que cette personne, si elle est de nationalité étrangère, elle va être discriminée. Mais moi, c'est l'inverse, en fait. Vous voyez ? Moi, je veux recruter des gens parce qu'ils ont une nationalité étrangère. Donc, mon point, c'est... Alors, je sais que tout ça est constitutionnel et très compliqué et pas consensuel. Mais moi, je ne rentre pas dans ces débats de grands juristes. Je dis juste comment on fait de quelque chose qui est toujours géré comme un risque, comme un soupçon de discrimination, comme une chance, comme une richesse, comme une force pour les organisations. Et comment on aide les dirigeants d'entreprise à le faire aussi. Parce que on n'a pas forcément toutes les informations, tous les outils pour le faire. Donc il faudrait qu'on arrive à se décrisper un peu sur cette affaire entre égalitarisme et diversité, parce qu'il y a quand même une petite contradiction quand même entre... Bien sûr, on doit garantir les mêmes chances et traiter avec le même respect tous nos collaborateurs, d'où qu'ils viennent et en fonction de leur talent et de leurs compétences, mais pas au prix qu'ils soient tous exactement pareils. Enfin, ça, ce serait... C'est vrai que la France a un peu tendance à raisonner comme ça parfois quand même. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre entre respect et diversité. Si on croit à la diversité, il faut l'affirmer. Alors peut-être ça passe par affirmer que chacun cherche sa propre diversité. Par exemple, moi je fais souvent le parallèle. Moi je suis corrézien d'origine, donc c'est étrange. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Corrèze, mais c'est un endroit bizarre. Hein. C'est d'ailleurs, vous savez, c'est un territoire en France. C'est une terre d'émigration, hein. D'émigration, hein. Les gens.
Ben, ils sont tous partis, ils sont tous présidents. Donc à un moment, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Et puis, alors ils habitaient dans des grandes villes. Et puis ils renvoyaient ils faisaient des transferts de fonds en fait, depuis la capitale vers leur pauvre campagne. Et puis ils revenaient pour faire des grands mariages en fait l'été dans leur campagne. Donc ils s'habillaient très bien, ils dépensaient beaucoup d'argent. Donc non, c'est juste pour vous dire, tout le monde peut redécouvrir dans sa propre histoire, dans celle de sa famille, dans son expérience, une part de spécificité, je dirais, et quand même, si on la comprend et si on la respecte et si on l'affirme, une richesse qui peut se marier, bien sûr, avec celle des autres. Donc, je ne sais pas, il faut que... il y a bien sûr des techniques pour faire ça, il faut que dans les politiques RH des entreprises, on mette en valeur les parcours, la diversité. Ayant dit ça, évidemment, alors vous avez vu Julien Sélian, il vous a dit on a passé une étape avec l'AFNOR, etc. Bon, nous à l'AFD, c'est un sujet, il est tellement, il est tellement évident, tellement fort, alors qu'on risque de passer à côté d'ailleurs, tellement. Mais enfin, je dis pas que du tout qu'on est les meilleurs du monde, je crois pas qu'on le soit, mais si nous à l'AFD on prend pas ce sujet de diversité à bras le corps et très très puissamment et très très fortement, on est contraire à notre mission elle-même en fait. On est contraire à notre histoire, on est contraire à ce qui est déjà notre corps social. Donc vous avez peut-être vu, on a passé les 80 ans de l'AFD il y a quoi maintenant déjà 2 semaines, le 2 décembre. On avait tenté une petite formule, on a dit 80 ans du côté des autres. Donc c'est une formule. Alors moi, on m'a dit non, il faut pas dire ça. Bon, il faut pas dire les autres parce que les autres, ça va fâcher les gens, tout ça. Bon, diversité. Pardon, mais si on croit à la diversité, on croit à l'altérité. On croit qu'il y a quelque chose à apprendre de quelqu'un qui, bien sûr, est notre semblable, bien sûr, est notre frère et notre sœur, mais a une richesse qu'on n'a pas et qu'on peut se transmettre, qu'on peut comprendre. Et puis on m'a dit non, il faut pas dire les autres, puis il faudrait dire plutôt aux côtés des autres. Alors je dis non, c'est plus intéressant de dire du côté des autres. Vous voyez, d'essayer quelque chose d'un peu radical, c'est-à-dire de se décentrer, de se mettre à la place des autres pour voir un peu à quoi ça ressemble en fait, comment on voit le monde, comment on se voit soi-même. Tout ça, évidemment, pour se retrouver, se construire, s'enrichir. Donc ça, on est en train de creuser ce petit fil, là, ces 4 petits mots. On est en train de refaire notre stratégie. Ça a évidemment une dimension RH très forte. Donc on a des choses très évidentes. On a énormément d'agents, de salariés de droit étranger à l'AFD, forcément. On a une centaine d'agences dans le monde, une agence de l'AFD à l'étranger. Bon, y a quelques expatriés. Alors c'est souvent un peu les chefs. Maintenant, il y a des adjoints donc faut pousser un petit peu encore là-dessus. Et puis on a des gens qui ont fait le choix de ne pas courir le monde. Ils préfèrent vivre dans leur propre pays. Donc ça, c'est des agents de droit local en fait. Bon, et c'était quand même longtemps, ça a été des choses assez clivées quand même. Avec des choses qui n'étaient pas dites, on a un peu levé cette chape-là. On a même donné à ces agents de droit local maintenant une représentation dans le dialogue social de l'entreprise. Donc c'est pas légal, il n'y a aucune obligation, rien du tout. Mais vous le savez, on a fait des élections et on a fait un comité des représentants des États étrangers. On a appelé ça le CREU. Donc ils se réunissent 1 ou 2 fois par an, et puis ils se parlent beaucoup, et ils portent des revendications. Ils portent, au-delà de leurs revendications, ils ont une vision de l'entreprise qui est très intéressante en fait, qui est assez différente en fait de celle que les organisations syndicales représentatives qui animent notre dialogue social ont. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est juste ça. C'est une façon de dire ça donne une vision et une capacité à progresser collectivement plus grande, plus forte, plus riche. Donc
Voilà, je ne veux pas être trop long, c'est quelques exemples. On va chercher, je sais que demain je vois la ministre Elisabeth Moreno qui m'a invité à intervenir. On a beaucoup parlé d'elle. Je sais qu'elle lance un label, une expérience sur la biodiversité, la diversité. Non mais ça me gêne pas là. Non mais on parle des vivants en fait. Hein. Donc pour moi du côté des autres c'est pas que les humains. Hein. Je veux dire, vous savez à quel point l'AFD est attachée à l'environnement, à la nature et puis bon vous savez tous les auteurs fantastiques qui nous expliquent maintenant que tout ça c'est quand même la même histoire hein, et qu'on aurait bien grand intérêt à la considérer comme telle. Donc je souhaite moi que l'AFD soit dans cette expérimentation hein, avec d'autres. Donc je vais lui en parler. Et puis je vous invite tous vraiment à prendre la parole en fait. Donc vous le faites. Merci, vous le faites aujourd'hui. On avait Abdel Malik. Mardi, c'est ça, j'ai loupé, mais j'ai vu tout ça. Donc multiplions les expériences comme ça. Proposons-les à tous nos collègues. Faites venir des gens surprenants, encore une fois, de toutes les diversités. Tout ça, ça fait grandir, ça rend plus souple, ça rend plus intelligent, en fait. Ça rend plus amicaux, ça rend plus fort. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, cher Rémi Rioux. Et du coup, je vais encore vous garder un peu parce qu'on a eu de longs échanges et on a, à partir de Toulouse, Suzanne Breton, qui est la responsable diversité et inclusion, qui était un peu notre grand témoin d'aujourd'hui. Suzanne, qu'est-ce que t'a inspiré tous ces échanges? C'est vrai que tu n'as pas beaucoup parlé. Tu as beaucoup écouté. Non. Et le mot de clôture. C'est ce que j'avais dit. Et le mot de clôture de Rémi Rioux. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que toute cette journée t'a inspiré? Alors, beaucoup. J'ai pas été déçue de pouvoir échanger, entendre mes collègues parler de ce qu'ils faisaient dans leur périmètre. J'ai relevé 5 points. Donc, la première chose, c'est vraiment agir sur tout ce qui est environnement et culture. Aristide a relevé une très bonne, bon point de vue qui consiste à dire il faut vraiment s'atteler à la préparation de ce vivier. D'accord? Donc, via le mentoring. Moi, j'irai même au-delà. Il y a du sponsorship. Je peux aussi rajouter ça. Il y a aussi tout ce qui est sensibilisation. Et en fin de compte, c'était la question de comment rendre toutes ces mesures durables pour que ça ne soit pas juste une action qu'on fait une fois et puis c'est fini. Et enfin, ce que je note, c'est la question, c'est l'action de chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire, je pense qu'on peut se poser la question, nous, est-ce que dans nos fonctions, est-ce qu'on a quelqu'un dans notre responsabilité en tant que menti, en tout cas quelqu'un comme mentor? Est-ce que j'ai quelqu'un qui je mentor? Est-ce que j'ai quelqu'un qui je sponsorise même parfois? C'est-à-dire, est-ce que quand il faut, je peux parler d'un tel ou tel talent qui se trouve dans mon entreprise, qui est talentueux et qu'on veut pouvoir développer ou donner une promotion. Et qu'est-ce que j'ai relevé encore? Ah oui, enfin, il faut vraiment s'assurer que l'environnement dans lequel on évolue soit prêt et soit vraiment un environnement qui permet les personnes de se sentir vraiment soi-même. Enfin, une petite question. Et ça, c'est peut-être pour le directeur. Parce que je voulais poser la question parce que dans la ligne, on en profite comme on l'a. Vas-y, Suzanne. Voilà, c'était la question de savoir, dans les plans de succession, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que là, c'est quelque chose qu'on peut faire ici et maintenant. C'est-à-dire, pouvoir identifier les profils qui pouvaient très facilement succéder nos directeurs, très facilement succéder nos COMEX dans très peu de temps. Merci. Merci, Suzanne. Alors aussi, ça ne s'appelait pas aux gens qui sont pour un égalitarisme permanent à tout crin. Il faut repérer les talents, il faut connaître les gens, il faut construire des parcours. Et il faut parfois dire non aux gens d'ailleurs, parce qu'on pense à eux pour un certain parcours, donc il faut discuter. Et dans ce... Moi, j'aime pas le mot vivier. Vivier, c'est... je préfère talent, ou je préfère revue dans ce travail de revue, d'accompagnement,
C'est pas le seul critère, hein, mais il faut embarquer la diversité, y compris la diversité ethnique, évidemment. Et je dois dire, de mon expérience, moi je crois pas non plus vraiment à tous ceux qui disent oui, on veut le faire, mais malheureusement, ça commence par la base et il faut du temps parce qu'on n'a pas le vivier. C'est un peu le point de vue d'Hélène. Moi, je crois pas à ça, en fait. Je crois que c'est pas vrai, en fait. Parce qu'on l'a fait beaucoup pour les femmes, en particulier. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Enfin, alors, il faut prendre un peu de temps, mais nous, ici, à l'AFD, on est arrivé en quelques années, en partant d'une situation pas très bonne, à une parité homme-femme dans le management. Maintenant, quasiment à toutes les strates, parce que la parité, faut pas être non plus trop global, hein, parce que c'est trop facile. Et en fait, c'était pas du tout une question de discrimination positive ou quoi que ce soit, en fait. Hein. C'est juste à compétence égale, on avait le choix et on pouvait nommer des femmes sur des postes de responsabilité à tout niveau de l'entreprise. Donc, je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres type de richesse, en fait, je crois. Dans des proportions peut-être différentes, mais enfin, la diversité homme-femme, celle-là, elle est très très structurante quand même. Donc elle est, mais donc voilà, et donc oui, ça passe par des plans de succession, ça passe plus largement par une gestion active des carrières et des emplois et des personnes, en fait. Donc, et l'AFD, on est pas si nombreux que ça. Donc, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, on a beaucoup recruté. On a maintenant un bassin, enfin une entreprise qui est encore à taille humaine, mais où on peut quand même faire des parcours, donc en prenant en compte quand même la personne de chacun, chacune et de chacun. Merci beaucoup, Rémi Rioux. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour les analyses pertinentes que vous avez pu apporter. Le Club Kesho est un think tank, un do tank, et donc tous ces éléments vont nous permettre de nourrir nos réflexions et de pouvoir en interne au sein de nos entreprises pouvoir impulser des choses. Donc je remercie tous les amis de Culte Fordé, de l'AFD, qui sont ici présents. Je vois Adama, je vois François, je vois Jean-Marc, je vois Miora. Je remercie tous les amis du club Maths DY, tous les amis, alors je ne vais pas citer tout le monde, mais je vois Zéphiré et Hamza. Je remercie tous les amis du club Africa Community d'Airbus qui sont en ligne de Toulouse. Il faudra qu'on se délocalise à Toulouse pour le prochain événement. Je remercie tous les amis d'Afrinity, BNP Paribas, qui sont nombreux dans la salle, Aïdjo, Fadel et les autres, Abraham. Je remercie Léna du Club Afrique de Deloitte. Et je remercie surtout, je dois vraiment citer vos noms parce que c'était merveilleux d'avoir ce panel très, comment je dirais, très hétéroclite et très ouvert et divers. Merci beaucoup à Hélène Landou. Merci. Merci à Julien Seillan qui nous a quittés et avec qui on a parlé tout à l'heure. Breton. Suzanne, merci de Toulouse. Et surtout, un grand merci au directeur général de l'AFD, Rémi Rioux, qui nous a accueillis pour son temps. Et à vous tous en ligne, restez connectés sur Kesho, sur tous nos événements. Nous allons travailler sur une programmation pour l'année prochaine et à très bientôt. Merci, au revoir. Et félicitations encore à Bénur. Voilà. Bravo.